Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo que je galère franchement à filmer parce que la luminosité n'est pas au rendez-vous pendant mes périodes où je peux filmer. C'est pour ça qu'après avoir essayé à 3 reprises de tourner cette vidéo, c'est la toute dernière que je fais. Si la luminosité est encore merdique, c'est-à-dire qu'à un moment donné je suis hyper claire et à l'autre moment je suis hyper foncée, je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je filmerai cette vidéo en 2 parties. Tant pis. C'est pour ça que vous voyez que le décor n'est pas le même actuellement. J'ai décidé de me mettre pile poil devant ma fenêtre, comme ça je me suis dit j'aurai un pet de lumière peut-être. Vous le voyez, mes nerfs sont un petit peu mis à rude épreuve. Donc à partir du moment où il lâche, je m'arrête et je filmerai la vidéo une autre fois quand la luminosité sera là. Mais bon, en attendant, je vais essayer d'avancer parce qu'on a quand même pas mal de livres à voir ensemble puisque je vais faire mon update lecture sur tout l'été. Donc toutes les lectures que j'ai faites au cours du mois de juillet et août. Et j'aimerais vous dire que je n'ai pas été productive en termes de romans. Franchement, sur 2 mois, ça passe, mais c'est en termes de graphiques. Je me suis fait une session où j'ai dégommé des graphiques de ma pile à lire et je suis plutôt satisfaite parce que j'ai quand même bien pu avancer. Dans cette vidéo, je ne ferai pas non plus de partie statistique parce que c'est pas représentatif sur 2 mois. Et puis j'ai décidé de changer ma manière de faire pour les prochaines vidéos update lecture, c'est-à-dire que je vais plutôt attendre d'avoir tant de livres à vous présenter plutôt que de me dire bah tous les mois je vous fais un update lecture sur le mois en cours. Je trouve pas ça forcément simple pour moi dans le sens où je me sens obligée de lire un maximum pour avoir des choses à vous présenter, alors que si je me dis je fais un update lecture à chaque fois que j'ai 5 romans, bah j'ai moins cette pression de me dire oh là là faut que je lise pour le mois sinon j'aurai rien à dire en update lecture. On va voir, c'est un peu l'idée que j'ai eue en ce moment, donc on verra comment c'est accueilli déjà par vous et comment c'est accueilli aussi par moi et ma santé mentale. Je me permets aussi un petit aparté dans cette introduction qui sera beaucoup trop longue pour vous dire que mon Patreon est ouvert si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ça n'engage rien ni personne, si vous voulez pas vous abonner, et ben c'est pas grave, pour ceux qui ont envie de s'abonner, et bien merci à vous. Je vous renvoie à cette vidéo du coup explicative pour avoir un peu plus d'informations sur ce que je propose, etc. C'était juste une petite piqûre de rappel. En tout cas, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à rajouter un petit like sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, ce qui peut arriver, moi ça m'arrive tout le temps, vous pouvez mettre un petit emoji et je vous invite à mettre une rose. Pourquoi une rose? Et ben pourquoi pas, parce que je ne sais pas, je me suis dit c'est le premier truc qui est venu, donc pourquoi pas une rose? C'est comme si vous m'offrez une rose, donc en soi c'est sympa, non? Vous m'offrirez une petite fleur. Ouh, je m'emballe, c'est parce que vraiment j'ai essayé de la tourner plusieurs fois cette vidéo et que c'est en train de me crever les yeux. Bon, je m'emballe un petit peu dans cette introduction, nous allons passer maintenant au vif du sujet. J'ai essayé de la structurer d'une manière un petit peu différente, du moins pour les graphiques, mais j'ai surtout séparé les suites de sagas sur lesquelles je vais passer très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers sur différentes vidéos, et j'ai fait une autre partie où c'est par contre les nouveautés, où je vais essayer d'un petit peu plus détailler, enfin je vais essayer, je vais voir un petit peu comment ça sort quoi. Donc c'est parti, on y va, je commence par les graphiques. La toute première suite de saga que j'ai lue, il s'agit de Because I Can't Love You que j'ai reçu de la part des éditions K-Factory. Dans cette romance contemporaine, on y suit principalement 2 jumeaux qui sont tous les 2 en crush sur le même garçon, mais ça ne s'arrête pas là forcément l'histoire puisqu'on va graviter autour de ces 2 personnages pour avoir une vue un peu plus étendue sur tous les personnages donc et leurs problématiques. Donc quand je parle de personnages, je dis bien sûr les personnages secondaires mais qui vont quand même être en premier plan des fois un long moment, et c'est un peu le principe de ce webcomic, c'est-à-dire que tous les personnages vont avoir une problématique, une difficulté qu'ils vont rencontrer et qui va faire un développement de ce personnage là. Là on va s'attarder aussi au personnage du crush, on va découvrir ce qu'il s'est passé, pourquoi il a ce traumatisme, et la personne responsable de ce traumatisme va d'ailleurs surgir. Il va faire une apparition quand même assez importante qui va tout chambouler, et j'ai été très touchée par ce personnage là, par son passé et les difficultés qu'il rencontre, et ça fait mal au cœur quand même quand on voit son histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée en tout cas. Il y a aussi le personnage du jumeau ici qui va avoir une intrigue aussi importante dans ce tome là, où on va essayer de s'attarder sur le côté affirmation de soi, prendre confiance en soi, notamment au niveau de son orientation sexuelle. Et donc il ne s'affirme pas à ce niveau-là, il n'en a parlé d'ailleurs à personne, même pas à sa sœur jumelle en fait. Et il y a un ami, le seul qui connaît son secret, qui va essayer de le conforter dans le fait de s'assumer pleinement. Et là aussi on a un personnage qui est très touchant, qui est haut aux couleurs et qui a vraiment des difficultés. Franchement j'ai adoré ce webcomic, c'est vraiment une petite bulle de réconfort, même si les thématiques abordées sont compliquées. En tout cas, je peux que vous le recommander si vous aimez bien les univers de romances contemporaines comme ça, dans un espace un petit peu universitaire où on va graviter autour de la relation des personnages, etc. Franchement, c'est pépite. Je vous le recommande chaudement. Ensuite de saga aussi, j'ai lu le tome 2 de Autrice de ma destinée qui m'a été envoyé par les éditions, donc je me plante à chaque fois Anne Michel dans leur collection Coda. Dans cet univers de fantasy, on y suit une jeune
demoiselle, une jeune écrivaine qui va se trouver à être plongée au cœur même de son roman de fantasy, mais non pas en l'héroïne de l'histoire, mais bien en la méchante, celle qui est une mage extrêmement puissante, destinée à détruire tout le royaume, et qui se fait tuer par le héros en personne. Forcément, vous vous doutez bien que cette héroïne n'a pas forcément envie de subir le même sort tragique et de finir empalée sur le héros... qui lapsus qui n'a pas envie de finir empalée sur l'épée du héros. Là, je me fais rire moi-même, je vous jure. Donc elle va tout faire pour ne pas avoir ce destin-là, quitte à bouleverser malgré tout toute l'intrigue, tout l'univers. Donc elle se réincarne en cette mage, mais quand elle est enfant, et elle va avoir une toute autre destinée. Elle va rencontrer d'ailleurs beaucoup plus tôt que prévu le héros de l'histoire. Elle va développer une amitié avec lui parce que elle, son but, c'est de pas crever, justement, je vous le rappelle. Donc c'est ce type de relation qu'il va y avoir entre les deux personnages. C'est une amitié qui va se construire, mais cette amitié-là risque de bouleverser l'intégralité de l'intrigue. Si elle essaye de reprendre un petit peu les chemins pour arriver au même point, il y a tout plein de choses qui sont différentes, d'autant plus que son univers est largement plus étendu que ce qu'elle a développé dans son roman, donc elle découvre des nouveaux aspects. Et ce tome-là est un petit peu une transition vers l'âge adulte, qu'on les suit dans une première partie du tome 2 en tant qu'enfant, et on a le passage donc à l'âge adulte avec les nouvelles responsabilités dont ils vont devoir faire preuve, l'évolution entre les deux, et bien sûr notre protagoniste, elle, ce qu'elle va vouloir, c'est un petit peu s'éloigner aussi du héros pour le garder en ami, histoire que il n'ait pas envie de la tuer, mais il faut pas non plus avoir une relation beaucoup trop proche avec lui. Et encore une fois, les dessins de tenues, mais vraiment, ils s'attardent parfois sur les robes, les tenues des personnages, les coiffures, etc. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux. C'est un style que j'aime particulièrement dans les webcomics, c'est vraiment de m'attarder sur ce genre de détails, et franchement, je suis servie avec celui-ci. J'ai aussi continué ma lecture de Untouchable Lady avec le tome 2 que j'ai acheté et qui est publié aux éditions K-Books. Nous y suivons une jeune noble qui est dans une famille et se fait un petit peu martyriser par son frère et son père. Disons qu'elle n'est pas vraiment valorisée au sein même de cette famille parce qu'elle est un petit peu dans l'ombre de sa sœur adoptive. Et bien elle va à chaque fois mourir à la place de sa sœur adoptive, mais il y a une boucle temporelle qui s'enclenche et à chaque fois elle se réincarne quelques temps avant cet événement-là. Et cette fois-ci elle est bien décidée de ne plus être aussi gentille, de ne plus se laisser marcher sur les pieds, et elle va vraiment se rebeller. D'autant plus qu'elle va dévoiler à tout le monde qu'elle est atteinte d'une magie que son père et son frère convoitent et qui va faire d'elle la chef de famille. Autant vous dire que c'est un retournement de situation que les deux membres de la famille n'avaient pas prévu. Sa sœur adoptive, je la mets de côté parce que vraiment elle est complètement à l'ouest. Donc forcément elle va prendre beaucoup plus d'influence au sein de la famille, si bien qu'elle va écarter son père et son frère, ce qui ne va pas du tout leur plaire, mais elle va devoir faire aussi des alliances avec les autres nobles du royaume. Et dans ce royaume où tout n'est que corruption, trahison, mensonge et affiliation un petit peu pas trop nette, eh ben elle va devoir faire sa place. Et moi j'ai beaucoup aimé ce webcomic parce que déjà les dessins sont tout aussi sublimes, j'aime beaucoup les tenues encore une fois. Et ici elle va chercher en plus de ça des informations qui se trouvent dans les archives d'une bibliothèque inaccessible. Donc elle va devoir s'associer avec un autre noble, un jeune homme, pour lequel elle est particulièrement insensible, je tiens à le dire, mais c'est un échange de bons procédés, c'est un échange de services. Donc on en apprend un peu plus sur l'univers, sur la magie de notre protagoniste et sur le système de magie d'un point de vue un petit peu général, ceux qui entourent en fait les familles. Et j'ai bien aimé, c'est encore un trope un peu de réincarnation, mais c'est ce qui va donner la bascule, on va dire, le déclencheur de son rôle en tant que chef de famille, mais c'est pas ce qu'il va prioriser. J'ai, après une longue pause, poursuivi ma lecture de White Blood avec le tome 7 écrit par Limnima et qui a été publié à la maison d'édition Michel Lafon dans leur collection Siku. Nous sommes avec des vampires malsains qui veulent dominer les humains, les asservir, mais ils vont avoir sur leur chemin une vampire de sang pur extrêmement badass, extrêmement puissante qui va leur botter le cul. Et je vois un petit peu cette intrigue comme une tour où chaque étage est un boss. Alors pour ceux qui ont la référence, je fais écho à la saga Sword Art Online où dans la tour, chaque étage est un boss. Donc son objectif va être de tous les éliminer pour atteindre le grand méchant Manitou, le grand méchant vampire de l'histoire, et bon nombre d'échos à son passé au cours de cette intrigue. Alors c'est quelque chose qui est assez sanglant et violent, il y a certaines scènes qui ont même été censurées dans d'autres tomes. En tout cas on a beaucoup de scènes de combat, d'infiltration, c'est très dynamique, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. Faut aimer le style, c'est un petit peu un shonen en gros si vous voyez. Et moi j'aime beaucoup, mais ça s'annonce bientôt la fin puisque le tome 8 sera le tout dernier de la saga. Sachez d'ailleurs que si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas envie forcément de les prendre en papier, ils sont disponibles sur la plateforme Webtoon, il me semble, donc ça vous permet de les lire gratuitement. Elle n'est pas seule en plus dans cette quête puisqu'elle va avoir aussi un enquêteur particulièrement séduisant, mais qui est aussi bourré d'humour et ça j'apprécie beaucoup. Mais la fin de ce tome-ci d'ailleurs, il se passe un truc où j'étais là, non pourquoi
pourquoi il peut pas se passer ça? Et du coup j'ai besoin de la suite pour savoir si vraiment on s'annonce sur une fin triste ou pas. Et si vous me suivez depuis un long moment, vous savez que j'ai une saga de webcomics un petit peu chouchoute et j'ai d'ailleurs continué avec le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine que j'ai reçu dans son coffret collector qui m'a été envoyé donc par les éditions Kotoon. Une jeune étudiante se retrouve réincarnée dans le jeu vidéo mobile qu'elle a poncé pendant des jours et des nuits, sauf qu'elle se retrouve dans le mode de difficulté le plus élevé où elle incarne la vilaine, l'antagoniste du jeu. Et son objectif va être de développer des affinités, en particulier atteindre le niveau 100% pour pouvoir réussir le jeu et accessoirement ne pas mourir, parce que dans ce mode de difficulté là forcément tout le monde veut tuer la vilaine au moindre faux pas, donc elle va essayer de prendre de grandes précautions pour ne pas mourir. Et on y retrouve des mécanismes du jeu vidéo qui vont l'aider dans sa quête, qui vont lui apporter justement des objets, des informations, des compétences supplémentaires, et j'aime énormément. Ça regroupe tout ce que j'aime aussi dans ce type de lecture. J'ai mes petits chouchous aussi en termes de prétendants, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi si vous lisez du coup ce webcomic. En tout cas on atteint un palier dans ce tome-ci où la fin, franchement ça va être dur d'attendre jusqu'en décembre que le prochain tome sorte, parce qu'on atteint vraiment un bouleversement dans le système de jeu qui va compliquer finalement la tâche de la vilaine, et elle va se retrouver bien emmerdée, excusez-moi l'expression, mais pour pouvoir poursuivre ses affinités avec les protagonistes, parce que là vraiment c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment elle va se débrouiller, d'autant plus que pour l'instant, sans trop spoiler, le personnage avec lequel elle a le plus d'affinité, je ne le sens pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais je ne le sens pas. Je sens venir le cafouillage pas loin, donc très hâte de poursuivre ma lecture, c'est vraiment une pépite, n'hésitez pas à le lire. Cela étant dit, j'ai essayé de m'éclaircir un petit peu plus la tronche avant de complètement arrêter. Ça a l'air de passer. Je continue donc avec les nouveautés, les nouvelles séries que j'ai découvertes au cours de l'été. On va commencer par les graphiques. Donc j'ai lu le premier tome de L'île du crâne, donc c'est publié chez les éditions Jungle Pépite. Donc c'est l'adaptation du roman du même nom qui apparemment aurait inspiré J.K. Rowling pour son œuvre de Harry Potter. Alors je ne veux pas rentrer dans les débats parce que franchement ça ne m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes quand même assez flagrantes. Je l'avais acheté au salon de la presse jeunesse de Montreuil en 2023 et je vous glisse ici aussi que j'y serai cette année. Je l'avais fait même dédicacé par l'illustrateur qui a fait la bande dessinée, qui m'avait fait un des personnages principaux comme ça. Franchement je suis trop contente. Les parents du jeune homme sont complètement catastrophés par les notes désastreuses du jeune homme, si bien qu'ils ne savent plus quoi en faire. Un jour, par le plus grand des hasards, et ça tombe bien, ils reçoivent une lettre d'un internat qui apparemment est assez réputé et qui pourrait totalement correspondre à leur garçon pour pouvoir le remettre dans le droit chemin. Cet internat, il est très éloigné, mais peu importe, ils se posent pas plus de questions que ça. Quand même les parents sympathiques. Ils envoient leur enfant du coup dans cet internat, mais le jeune garçon, il va bien vite se rendre compte que c'est un internat assez particulier. Les élèves agissent de façon bien étrange, et en plus de ça, les professeurs ont des allures un petit peu de monstres. Pourquoi ça n'étonne personne? Dans le train, il va se faire de nouveaux compagnons avec lesquels il va décider de s'échapper de l'internat, mais ça risque pas d'être si facile. Au contraire, beaucoup d'embûches va se mettre sur leur chemin. Personnellement, j'ai adoré, les dessins sont déjà magnifiques, j'aime beaucoup ce petit trait là qui diffère un peu des autres bandes dessinées, mais ça le rend d'autant plus magique cet environnement. On a un côté un petit peu sombre, donc je pense que c'est une lecture qui irait parfaitement pour le Pumpkin Autumn Challenge ou pour la saison automnale plus globalement. Si jamais il vous tente, franchement foncez. Il se passe quand même pas mal de choses dans ce premier tome là, donc je ne saurais pas trop dire à quoi ça correspond par rapport à l'œuvre originale en roman, mais en tout cas j'ai passé vraiment un très bon moment à découvrir cette école, découvrir un petit peu la particularité de ses professeurs et me dire si oui ou non cet internat leur veut du mal ou pas, parce que vraiment les élèves agissent bizarrement. En tout cas là je peux que vous recommander cette petite lecture. Alors c'est du jeunesse, faut aimer le style, mais en tout cas je vous la recommande parfaitement pour l'automne, ça passe crème. Et en nouveauté j'ai également lu du coup ce tome-ci qui m'a été envoyé de la part des éditions Glénat, donc c'est les sortilèges de Zora, le premier tome. C'est également une bande dessinée fantastique où nous y suivons Zora qui est une jeune sorcière totalement espiègle. Elle vit avec sa grand-mère en l'absence de ses parents et celle-ci décide de l'envoyer dans une école de Moldus, donc une école où se retrouvent les humains, chose que Zora refuse catégoriquement. Elle ne veut absolument pas foutre les pieds là-bas, sauf que sa grand-mère ne va pas vraiment lui laisser le choix. Commence alors des petits tours de magie et la grand-mère décide de lancer un sortilège à Zora. Elle lui attache les cheveux en tresse et ils sont impossibles à défaire parce qu'en plus dans cet univers-là,
la magie n'est accessible que quand les cheveux sont détachés. Ne jugez pas, c'est un concept. Donc on peut pas dire que le premier jour à l'école de Zora va très bien se passer, ni même les suivants à vrai dire, mais elle n'a pas dit son dernier mot, elle va tout faire justement pour ne pas rester dans cette école et retrouver ses pouvoirs, et elle pourrait très bien tomber sur une alliée tout à fait inattendue. J'ai adoré ce premier tome, franchement je suis très curieuse de découvrir la suite, les dessins sont vraiment sublimes, il y a un côté un petit peu rond dans les dessins mais en même temps toutes les planches avec ces décors sont très détaillés, on ne sait plus où regarder parce que vraiment il y a tout plein de détails à chaque coin et on a envie de s'y attarder. Franchement les dessins, je le redis encore une fois, mais ils sont magnifiques. Et l'histoire en soi, je ne pourrais pas dire que c'est introductif parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce premier tome. On avance beaucoup dans l'intrigue et je suis assez curieuse de voir ces nouvelles affinités se construire, comment elles vont se développer. Donc une très bonne lecture pour toutes celles et ceux qui ont envie de s'attarder un petit peu sur une œuvre avec des sorcières pour cet automne. Je vous la recommande. Je poursuis avec les nouveautés en webcomic. J'ai reçu de la part des éditions Cotoon le tome 1 et le tome 2 des Secrets des Wilson. Alors je m'attendais à quelque chose d'un petit peu jeunesse, quelque chose pas forcément de tout doux mais assez énigmatique, mystérieux, mais tout en restant dans de la jeunesse ou du young adulte. Oh my god, je m'attendais pas du tout à ça. Alors je dirais pas que c'est de l'adulte non plus, mais c'est franchement sombre. On est dans un thriller adolescent qui aborde des thématiques assez compliquées, où on va se retrouver à plonger dans les sombres secrets de famille des Wilson. Pour vous replacer un petit peu le contexte, on va y suivre Anna qui va se rendre dans la maison familiale de son grand-père, sauf que celui-ci vient tout juste de décéder, il lui a légué l'intégralité de sa fortune, mais pour pouvoir l'obtenir, elle doit résoudre un certain nombre d'énigmes, participer à une chasse au trésor que lui-même lui a construit, et cette chasse au trésor va la plonger dans les sombres secrets de la famille Wilson. Elle va découvrir des bouts de son passé, de sa famille, qui sont franchement glauques. Et nous, on va les découvrir au travers de flashbacks particulièrement intéressants et longs. Donc vraiment, si vous aimez pas les parties flashbacks, il y en a quand même beaucoup. Ils sont marqués par des trucs en noir, mais je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. En tout cas, il y en a quand même beaucoup dans chacun des deux tomes. On aborde des thématiques qui sont très dures, de la violence, des tentatives de meurtre et aussi des TS, donc franchement pas ouf, c'est pas une lecture tout à fait jeunesse que je mettrais entre toutes les mains, mais c'est particulièrement intéressant, on en découvre davantage et on se rend pas compte de tout ce qui s'est passé. J'ai été grandement surprise par les révélations et je me dis mais comment notre Anna va s'en sortir, à qui elle peut faire confiance finalement, qui est là pour la protéger, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Là aussi, très très bonne lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour l'automne d'une manière générale. Si vous voulez le lire dans une ambiance un petit peu angoissante pour Halloween, c'est tout à fait approprié. Concernant les dessins, on est sur des traits qui sont assez simplistes, mais la palette de couleurs qui est utilisée est assez sombre et correspond finalement très bien à l'intrigue, à l'histoire. Donc je me suis retrouvée complètement happée par cette intrigue, par l'ambiance, par tout ce qui se passe, par ces révélations. Franchement, je l'ai dévoré, je n'ai pas vu le temps passer. Je vous le recommande chaudement. Pour rester dans ce côté un petit peu angoissant, mon chéri m'a offert le premier tome de Naniac, donc la promesse de l'orchidée, un premier tome publié chez les éditions K-Books. Là, rien qu'au niveau de la couverture, ça vous pose un petit peu l'ambiance. Dans une ambiance particulièrement sombre et monstrueuse, nous allons suivre un jeune homme qui est capable de voir les yokai et il a la merveilleuse idée de déménager dans un manoir où, le soir même, en beau milieu de la nuit, il se retrouve avec une procession de yokai qui font tout un rituel et qui manquent de le buter. J'avoue, c'était pas l'idée du siècle. Alors personnellement, je n'aurais pas grand chose à vous dire sur ce titre-là parce que je l'ai trouvé très introductif, même s'il y avait pas mal de scènes un petit peu horrifiques, comme vous le voyez ici, des scènes un petit peu de combat, de violence, avec du sang, bien évidemment. Quelque chose d'assez monstrueux, hein. On est sur des yokai qui sont représentés, toute une panoplie avec leurs particularités qui sont bien mises en avant. Et ben moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas ma lecture, même si c'était plutôt introductif. Les dessins sont tout aussi semblables à la couverture, donc je ne vous en montrerai pas ici, je vous laisserai, si vous avez envie de le découvrir, vous renseigner un petit peu en librairie, vous pouvez le feuilleter et apprécier un petit peu cette poésie qui se dégage des planches. Donc même si c'est introductif, on nous amorce en fin de tome quand même ce qui va être, je suppose, l'intrigue principale, donc très hâte de découvrir quand même le deuxième tome. Je suis curieuse d'en apprendre un petit peu plus sur ce pouvoir qu'il a et sur cette yokai qui va finalement être plus ou moins son allié, jusqu'à quel point ça... j'aimerais bien le découvrir. Encore un trope de réincarnation avec ce titre que j'ai reçu en service de presse. Il s'agit
de la méchante est une marionnette, donc que j'ai reçue de la part des éditions K-Factory. Ne me jugez pas, j'aime beaucoup ce trope. Ici, la jeune demoiselle se réincarne dans un roman à l'eau de rose, mais dans un personnage peu glorieux, puisqu'elle est dans le corps d'une jeune noble, même une princesse, à vrai dire, mais qui n'est autre qu'une poupée manipulée par son frère, le prince, et destinée à mourir de la main de celui-ci. Forcément, là aussi, son objectif ne va pas être de crever dès les prochains jours, et donc elle va faire tout un retournement de situation, chose aisée parce qu'elle connaît le roman jusqu'à la fin, elle connaît les plot twists, elle sait qui veut l'assassiner, qui la manipule, donc retournement de situation, elle va se défendre. Donc c'est à son tour de manipuler le prince et de le faire aller dans une direction qu'elle veut, mais les gens vont commencer à se poser des questions dans son entourage, puisque d'une fille capricieuse, enfantine, éperdument amoureuse d'un homme qui n'en avait strictement rien à foutre d'elle, elle passe à une jeune femme calculatrice, stratège, manipulatrice et qui n'en a plus rien à faire de ce jeune homme. J'ai adoré ce tome-ci et encore une fois les dessins sont absolument sublimes. Je pense que c'est mon préféré en termes de tenue et de décor, surtout en termes de tenue. Vous avez des planches entières où on voit justement ces magnifiques robes qu'elle porte avec tous les détails et tout. Et les décors d'une point de vue général aussi sont très très beaux. Donc pas grand chose à dire non plus sur ce tome-ci parce que ça reste le premier tome, le début d'une aventure, mais en tout cas il se passe quand même pas mal de choses. On voit un certain nombre de personnages et elle commence à mettre en œuvre un petit peu ses manipulations et que le frère, du coup, le prince, devienne à son tour sa marionnette. Quel retournement de situation, moi j'apprécie, donc j'ai très hâte de continuer mon aventure avec la méchante. Je délaisse les comics pour vous parler d'une série de mangas qui est très ancienne. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous vont la connaître, mais c'est surtout le contexte en fait de ma lecture qui est assez drôle parce que j'avais fait un petit pari, un petit jeu avec mon chéri et je lui avais dit si tu lis les premiers chapitres de mon roman, j'accepte de lire Naruto. Du coup j'ai lu le premier tome, mais je me suis fait un petit peu avoir dans l'histoire parce qu'il n'a lu que le prologue, tandis que moi je me suis lu le tome 2 et le tome 3. Et je vous le dis, à ce jour, il n'a toujours pas lu la suite. Je ne vais pas vous résumer Naruto, c'est un manga, un shonen qui est particulièrement connu, je dirais même que c'est un classique du genre. Je trouve que les dessins, franchement, n'ont pas mal vieilli, ni même l'intrigue, ni même les personnages. Je dirais pas pareil avec l'animé, je suis toujours réfractaire à voir les premiers épisodes, je trouve que c'est assez vieillot quand même. L'univers est bourré d'humour, c'est ce que j'aime retrouver justement dans les shonen, c'est ce côté très humoristique, très décalé, des choses qu'on retrouve finalement que dans les mangas, parce que dans la vie actuelle, ça ne passerait jamais. J'ai bien accroché du coup avec les 3 protagonistes principaux, et même le 4e qui se pointe un petit peu dans les premiers tomes, genre qui n'aime pas Kakashi, sérieux. Franchement, ça a direct matché entre lui et moi. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire finalement de plus sur ce manga, si ce n'est que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, ça reste un classique et je pense que il est intemporel. Vous pouvez le lire quand même à tout âge. Pour les premiers tomes, bien sûr, hein, si le reste de la série, vous me dites qu'il y a des morts de partout, des membres qui volent, peut-être pas le mettre dans les mains d'un jeune. En tout cas, ça ne sera pas ma priorité de lecture, j'ai beaucoup de choses derrière moi qui m'attendent, mais en tout cas, je sais que si j'ai envie de lire un tome de temps en temps, je pourrais le faire en sachant que mon chéri a la collection toute complète dans sa bibliothèque. Autre cadeau de mon amoureux, il s'agit du premier tome de Adabana, je bug à chaque fois un petit peu sur le titre, qui est publié aux éditions Kana, et là c'est un peu tout ce que j'aime dans les mangas seinen, quelque chose de très angoissant, c'est un thriller psychologique qui va vous mettre mal à l'aise, l'ambiance est toute particulière, mais alors ça a matché avec moi et c'est ce que j'aime retrouver. Si jamais vous avez des recommandations dans le même style, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, je suis vraiment preneuse, j'en recherche même. Par contre, attention aux nombreux trigger warnings, je ne vais pas les mentionner ici, mais renseignez-vous si jamais c'est une lecture qui peut vous intéresser, parce que les trigger warnings sont nombreux, mais en plus de ça, ils sont très explicites au sein des dessins. Je m'attendais pas à ça à un moment donné. Donc préservez-vous si vous êtes sensible, renseignez-vous, vous pouvez même me contacter si vous avez envie, je répondrai avec plaisir. Le lycée est frappé par une tragédie, une adolescente est retrouvée morte et démembrée un bon matin. C'est une lycéenne qui vient au commissariat pour confesser son meurtre, sauf que son témoignage commence à être assez bizarre. Les enquêteurs commence à douter de la véracité de ses propos. Est-elle vraiment l'auteur de ce crime? Est-elle une complice ou tout simplement une autre victime? Cette série terminée en 3 tomes nous plonge dans une enquête troublante avec des flashbacks particulièrement angoissants sur le passé de notre lycéenne, qui nous dévoile d'ailleurs de sombres et terribles secrets. Qui dit la vérité? Comment démêler le vrai du faux dans ces témoignages? Pas seulement celui de la lycéenne, mais dans tous ceux qui vont interroger à la suite. J'ai adoré ce premier tome, j'ai vraiment très hâte de poursuivre justement l'enquête pour démêler le vrai du faux, démêler
ces nœuds et me faire mes propres hypothèses. Pour l'instant, les miennes ne sont vraiment pas concluantes, mais j'aime particulièrement cette intrigue qui est saisissante, et même si cette adolescente me fait vraiment mal au cœur et je suis mal à l'aise à certaines des planches, c'est vraiment une lecture très particulière que je ne conseillerais pas à tout le monde. Si vous aimez le style et que vous n'avez pas peur d'être trop trigger par les thématiques qui sont abordées dans ce manga, je ne peux que vous recommander cette série, même si je ne l'ai pas terminée. Ce que j'ai vu, en tout cas, tous les avis sont très positifs, sont très élogieux. C'est un manga qui a beaucoup fait parler de lui en bien, mais encore une fois, attention au trigger warning. Et enfin, je termine avec ma meilleure lecture graphique. Je vous disais il y a quelques temps que je m'étais acheté le premier tome de Vampire Knight dans sa perfecte édition publiée aux éditions Panini Manga. La Perfect Edition va regrouper en fait plusieurs tomes de la version classique. C'est un animé au même titre qu'Elfenlied que j'ai dévoré quand j'étais adolescente. C'était un petit peu mon animé phare, un des premiers animés que j'ai regardé du coup avec Elfenlied. Donc il y a un côté un petit peu nostalgique, un côté un petit peu qui me prend au cœur et j'ai envie d'aimer ce manga vraiment autant que j'ai aimé l'animé. Je sais pas si ça le fait aussi pour vous quand vous avez une œuvre, que ça soit film, livre, roman, manga, peu importe, que vous avez découvert dans votre jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas ce côté un petit peu j'appréhende de le redécouvrir adulte, en sachant qu'on a beaucoup plus de lectures qui sont passées du coup entre, et bien du coup j'avais peur de ne pas aimer ma lecture du manga, j'avais peur de ne pas autant accrocher. Eh bien j'ai eu peur pour rien parce que franchement je l'ai dévoré ce premier tome. Je l'ai tellement dévoré que j'ai été très frustrée de ne pas avoir la suite avec moi. Franchement, j'en étais vraiment mal, si bien que je l'ai cherché pendant toutes mes vacances, ce foutu tome 2 que je n'ai pas trouvé, que j'ai trouvé que en rentrant chez moi. Je me suis prise le tome 2, mais je me suis prise aussi le tome 3 parce que vous vous en doutez, je me suis dit Aurélie, ne fais pas la même connerie qu'avec le premier tome. Quand tu auras fini le tome 2, tu voudras enchaîner avec le tome 3. Donc j'ai acheté le troisième tome, je me suis défoncé le tome 2 en l'espace d'une soirée, même pas, hein, franchement c'est quoi, 1 heure, 2 heures de lecture à tout péter, que j'ai commencé le tome 3 et mon copain m'a un petit peu tiré la sonnette d'alarme en me disant Aurélie, si tu fais la même connerie que pour le premier tome, tu vas finir le tome 3 et tu vas être complètement frustrée à nouveau de pas avoir la suite. Donc je me suis arrêtée en plein milieu de ma lecture. Je trouve que ça demande beaucoup de courage de faire ça. Donc on va revenir au résumé de Vampire Knight. Nous sommes dans une école qui a la particularité d'avoir 2 classes, une classe de jour qui s'appelle la Day Class et une classe de nuit qui s'appelle la Night Class. Au vu du titre du manga, vous vous doutez que la Day Class est réservée aux humains et que la Night Class est réservée aux vampires. Bien sûr, les humains ne savent absolument pas qu'il y a des vampires, ils ne savent même pas qu'ils existent. Et en fait, il n'y a que le directeur et les chargés de discipline qui sont 2, Yuki et Zero, qui sont au courant justement pour ces vampires. Ils sont chargés d'ailleurs de séparer bien les humains des vampires pour pas qu'ils ne se mêlent et qu'il n'y ait pas d'accident. Yuki, c'est le personnage principal qu'on retrouve sur la couverture et qu'on va suivre en fait dans l'intégralité du manga. C'est une jeune fille qui n'a plus aucun souvenir d'avant ses 5 ans, d'avant cet événement traumatique où elle a échappé de peu au croc d'un vampire. Elle a été sauvée par Kaname, un vampire de sang pur. Celui-ci chapeaute en fait un petit peu la Night Class et essaye de tenir en rang tous les autres vampires. Son objectif va être justement de cohabiter avec les humains, mais c'est quelque chose qui n'est pas apprécié de tous les vampires. Quoi qu'il en soit, on va évoluer du coup dans cette école-là avec des histoires de vampires, avec des histoires de chasseurs de vampires aussi. Et Yuki va se retrouver mêlée malgré elle à toutes ces histoires-là. Surtout qu'on a aussi le personnage de Zero qui est franchement plutôt pas mal, le jeune homme, qui se retrouve aussi dans de beaux draps. Le pauvre, il est chargé de discipline, mais il y a des problématiques qui s'enclenchent. Et franchement, j'ai tellement aimé ma lecture, j'adore les dessins. Il y a un côté un petit peu ancien qu'on retrouve justement dans les traits, mais ça a très bien vieilli et je trouve encore une fois les décors magnifiques, surtout les yeux. Regardez dans les planches les yeux des personnages, je trouve que des fois on a des focus sur eux, il y a des détails, ils sont tellement expressifs je trouve. J'ai adoré les dessins, je suis trop contente franchement de les avoir en plus de ça en grand format. En tout cas très contente, j'ai hâte de terminer mon tome 3 et il va falloir que j'achète la suite parce que ça va être douloureux, je le sens encore, faut que je me motive. On va passer maintenant au roman et malheureusement je ne commence pas avec une très belle nouvelle parce que j'ai décidé d'abandonner cette magnifique œuvre de Sarah Abbasi, donc la tisseuse de mélodies que j'ai reçue de la part des éditions Hachette Roman. Je suis franchement déçue de ne pas avoir accroché plus que ça à cet univers qui m'était tellement prometteur. Les 7 royaumes de cet univers correspondent à une note de musique et nous sommes à Solvara où nous suivons Shona qui est une tisseuse de mélodies. Les tisseuses de mélodies sont touchées par le dieu du destin Sol et elles sont capables de percevoir l'avenir. Dans le royaume de Solvara, les tisseuses de mélodies sont limite vénérées, franchement elles sont
un culte à elle toute seule. Et la particularité, c'est qu'on ne peut pas croiser le regard d'une tisseuse de mélodie, c'est complètement catastrophique parce que croiser son regard implique qu'on change entièrement son destin. Chose qui va se produire quand Shona va se promener dans les jardins et croiser ce musicien. Elle croise bien sûr son regard. Elle est frappée d'une vision de son propre avenir où elle tue le roi et à ses côtés, il y a le musicien. Alors comme je vous le dis, sur le papier, il y avait absolument tout pour me plaire et l'univers est incroyablement original, franchement. Je suis époustouflée par le travail qu'il y a derrière parce que Sarah Abbasi a pris tout le champ lexical de la musique et l'a intégré à son univers. Elle l'a manié de sorte que chaque chose a sa place et apporte vraiment un petit plus à l'histoire, à l'univers. On va retrouver par exemple les maestros qui sont ceux qui dirigent un petit peu l'empire aux côtés du roi. On va retrouver les partitions de musique avec le mélodium où sont réparties toutes les partitions justement du destin. Les musiciens qui sont capables de manier des instruments et lancer des sortilèges. Franchement, l'univers est pépite. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ce qui m'a le moins convaincu, c'est en réalité la plume. Et je suis très déçue envers moi-même en fait de ne pas avoir su l'apprécier à sa juste valeur parce qu'on a vraiment une plume qui est travaillée, qui se veut aussi poétique, mais pour moi ça a été beaucoup trop lourd. J'aime beaucoup les romans contemplatifs, mais là c'est des descriptions qui sont à rallonge et qui n'apportent malheureusement rien à l'histoire, puisqu'on va se retrouver avec des idées développées dans chacune des descriptions presque, mais qui ont déjà été développées précédemment dans les autres chapitres. Donc on a ce sentiment un petit peu de redondance qui fait mal et qui casse cette fluidité de lecture, ce naturel finalement. Et ce naturel est d'autant plus entaché par une plume qui se veut peut-être un petit peu trop travaillée. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple j'avais écouté le podcast de Chris Vulkizevic, donc l'autrice de Porcelaine sur les ruines et du thé pour les fantômes, qui disait dans un épisode que son professeur de poésie ne cessait de répéter que les mots avaient son importance et que si un mot n'était pas nécessaire à la phrase, il fallait le virer. Et là, dans le sens inverse, je trouve que Sarah Abbasi a construit ses phrases un petit peu trop, en rajoutant trop de mots justement qui n'étaient pas nécessaires et du coup ça fait des phrases assez lourdes. Donc j'ai arrêté à la page 212 à peu près. L'histoire a bien sûr commencé, on a l'événement perturbateur qui s'est enclenché, mais il ne s'est pas passé grand chose de plus, à vrai dire. On est sur quelque chose de très lent qui s'étire en longueur, comme je vous le disais, avec ses défauts d'écriture, j'ai envie de dire. Enfin, défaut, je ne pourrais pas trop le dire, c'est un style d'écriture, tout du moins, qui moi ne m'a pas convaincue. Je reconnais que l'univers est franchement original et très bien construit, donc c'est pour ça, je vous recommande quand même chaudement de vous y attarder, de jeter un petit coup d'œil, de regarder peut-être d'autres avis et de voir si ça peut vous plaire, parce que l'univers en vaut vraiment le coup. Pour le peu que j'ai lu, je trouve qu'il est hyper bien construit et original, donc vraiment si vous aimez ce type de plume, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Je passe avec un autre roman que je n'ai pas en ma possession, mais celui-ci aussi j'ai eu beaucoup de mal à le terminer pour les mêmes raisons que le roman précédent. Il s'agit d'un serment d'ombre et de glace que j'ai reçu dans une très belle box d'ailleurs de la part des éditions Nessian. Elora est devenue la reine de Domésia suite au massacre de ses parents. Son objectif est de conquérir l'ensemble des 8 royaumes, mais son plan va être mis à rude épreuve lorsque son frère qu'elle pensait disparu commence à revendiquer ses trônes. D'autant plus que, élément encore plus perturbateur, son conseiller le plus loyal va mourir prématurément, il faut le remplacer et pour ça, tout le monde a désigné Kellion qui est un soldat qui apparemment a largement fait ses preuves, mais Elora a beaucoup de mal avec celui-ci, pour ne pas dire qu'elle le déteste. Un schéma qu'on retrouve finalement beaucoup en romantasy, et si j'ai apprécié au début la reine plutôt forte de caractère, ambitieuse, avec beaucoup de volonté de conquérir le royaume, j'ai eu l'impression de me confronter des fois à une adolescente. J'ai pas trop compris ce revirement de situation au niveau de son caractère par rapport à certains événements. Et j'ai encore moins compris la justification du comportement de Kellion envers sa reine qui se permet beaucoup de choses, qui aurait pu tout simplement lui retirer la tête des épaules. Donc voilà, j'ai un petit peu du mal quand ce genre de comportement bascule à un moment ou à un autre de l'histoire, ou quand certains comportements ne sont pas forcément justifiés par rapport à la position des uns et des autres. C'est un roman particulièrement descriptif, avec beaucoup d'introspection au sein des pensées de la reine, parce qu'on est dans un point de vue à la première personne, donc on va vraiment être centré sur les pensées d'Elora, qui sont parfois un petit peu répétitifs, comme je disais pour le roman précédent. Il y a des idées qui ont été développées dans les chapitres précédents et qu'on va nous rabâcher chapitre après chapitre. Chose que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est qu'Elora, elle est assez crainte dans son royaume, même si elle veut avoir un comportement qui est plutôt juste, elle a quand même parfois un comportement assez violent, d'autant plus que tout le monde la craint. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de manipuler les ombres, ou peut-être que c'est les ombres qui la manipulent, ça, je sais pas.
C'est centré principalement sur la romance ici. Je trouve que l'univers n'est pas forcément développé en termes d'intrigue politique. On est exclusivement avec la relation entre Elora et son garde. Et je trouve que la romance slow burn est un petit peu mal faite dans le sens où nous avons beaucoup de tentatives de rapprochement avortées. Alors je dis pas ça parce que ça m'a frustrée, mais parce que je trouve que c'est pas très bien tourné dans le sens où toutes les tentatives, elles sont nombreuses, sont avortées de même schéma. Soit il y a quelqu'un qui les dérange, soit Elora se dit « Oh non, finalement, je peux pas ». Donc c'est le même schéma qui est répétitif. Vous achetez à ça les pensées aussi qui sont répétitifs, et ben du coup, au bout d'un moment, on trouve que la lecture est un petit peu lourde. C'est pour ça que j'ai pas vraiment accroché à ce roman. Je ne le garderai pas avec moi. Pour l'instant, il est dans les mains d'une amie, j'espère qu'elle va l'apprécier. Mais en tout cas, moi, je ne continuerai pas cette série. En fait, j'ai eu beaucoup de lectures moyennes durant ces derniers mois, et je me demande si c'est pas en train de me coller un petit peu une panne de lecture ou si c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à me mettre à la lecture d'un point de vue global. En tout cas, je vous parle pour le prochain livre de The City of Stardust qui est écrit par Georgia Summer et qui m'a été envoyé par les éditions Brajlon. Violet Everly doit faire face à une terrible malédiction qui s'abat sur sa famille. En effet, depuis des siècles et suite à une lointaine discorde, les Everly sont tous maudits. Chaque génération, le membre le plus prometteur doit partir avec Pénélope qui est une déesse particulièrement terrifiante. Sauf que Violet est bien décidée dans cette histoire à retrouver sa mère pour pouvoir comprendre ensemble pourquoi cette malédiction frappe les Everly et surtout comment elles peuvent s'en défaire. On suit donc le voyage de Violet à travers le monde, son histoire avec Pénélope, mais aussi avec son assistant qui est quand même assez sympathique. Pour le coup, là nous sommes dans un récit qui est contemplatif, que j'assimilerais bien à un conte un petit peu sombre, un petit peu horrifique même à certains moments, parce que franchement, les dieux qu'on rencontre, ils sont particulièrement terrifiants et les scènes sont particulièrement terrifiantes aussi. C'est un one-shot de fantasy où je trouve que la narration est particulièrement onirique. On nous plonge d'ailleurs dans cet univers que je trouve, comme je vous le disais, un conte. Il y a un côté très poétique qui se dégage finalement de cette cité qu'on aperçoit et qu'on nous développe au fur et à mesure de l'intrigue. Mais par contre, c'était particulièrement lent. Je trouve qu'on étire en longueur ce qui se passe. Forcément, on est sur un voyage, on est sur une quête qui s'étire dans le temps, qui s'étire aussi dans les différents lieux, ce qui fait que c'est assez lent dans la narration, c'est assez lent dans le dynamisme aussi, et c'est raconté d'une certaine manière qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal, même au personnage secondaire, notamment celui de l'assistant. J'ai pas vraiment eu d'affect pour ces personnages-là, et on se retrouve à avoir beaucoup moins d'implication finalement dans l'œuvre, dans ce qui leur arrive, et franchement, j'ai envie de dire au niveau de la fin, tout ça pour ça. Et je trouve que c'est plat. En fait, il n'y a pas vraiment de grands rebondissements, on se dit pas « Oh, voilà, quelle apothéose !» Non, pas du tout. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est quand même le chemin qui compte dans un roman, même si on n'apprécie pas la fin, notamment dans un one-shot, c'est pas bien grave, parce que je trouve que c'est quand même l'aventure qui prime. Alors pour le coup, demi-teinte sur celui-là, je sais pas si je le garderai dans ma bibliothèque, je pense même pas le relire un jour. Mais en tout cas voilà, si vous aimez bien un petit peu les récits contemplatifs qui s'étirent en longueur, qui s'étendent sur le temps et sur l'espace, on va dire, je peux vous le recommander, il est un brin sombre, un bien terrifiant à certaines scènes. Le premier tome de cette série a été en demi-teinte et le deuxième tome me conforte aussi dans l'idée que je ne lirai pas la suite de Light Lark d'Alex Astier. D'ailleurs, le tome 2 m'a été envoyé en service de presse de la part des éditions Lumen, et si je l'ai pas avec moi, je vais pas vous le cacher, c'est parce que je m'en suis séparée. Rapide résumé du premier tome, tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark fait son apparition pour accueillir le centenal. C'est une compétition magique où tous les rois et reines des différents peuples se réunissent pour vaincre ensemble et briser la malédiction. Isla, la reine des sauvages, participe cette année au centenal, sauf qu'elle cache un bien lourd secret qui risque de mettre sa vie en péril, ainsi que celle de son peuple. Alors si je m'attendais déjà pour le premier tome à un Hunger Game, j'ai été assez déçue de la tournure des événements. Quoi qu'il en soit, sans vous spoiler finalement le premier tome, on retrouve notre reine des sauvages qui est à nouveau dans une nouvelle position et face à un opposant de taille qui menace toute l'île de Light Lark. Alors mon avis, il va être très rapide sur ce tome-ci, je me suis franchement ennuyée. Les seules scènes que j'ai trouvées plutôt sympathiques sont celles des flashbacks qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur le comportement d'un personnage en particulier. Mais on nous parle et on nous présente d'ailleurs un triangle amoureux, mais pour moi ce n'en est pas un, parce qu'il n'y a qu'une seule romance qui est développée, que ce soit dans le tome 1 et dans le tome 2. Dans le tome 2 d'ailleurs, il y en a totalement un qui est délaissé et qu'on voit pas franchement, donc comment s'attacher à des personnages. Bon, après je vais pas me plaindre parce que pour le coup,
Moi mon préféré c'est le bon, mais encore une fois je trouve ça franchement dommage de ne pas avoir plus de détails et plus de développement à ce niveau-là. D'ailleurs je sais pas ce qui se passe au niveau de l'équilibre dans le roman en termes d'intrigue, mais c'est pas du tout équilibré. Les enjeux ne sont pas forcément au bon endroit, je sais pas comment l'exprimer, mais on a plein de petits événements et en fait l'autrice, j'ai l'impression qu'elle s'attarde sur ce qui est plutôt insignifiant. En plus de la lumière qui vacille, je n'avais plus de place dans ma carte mémoire. Joie et bonheur. Donc je disais pour Like Lark que je ne sais plus. Ben voilà, je sais plus où j'en étais de Like Lark et je peux pas regarder les rushs. Ah oui, je pense que je voulais en venir sur le fait que je trouve que l'autrice s'attarde beaucoup trop sur des détails insignifiants, notamment par le fait qu'elle s'attarde beaucoup sur les tenues des personnages, sur les descriptions physiques aussi des personnages, notamment notre protagoniste principal qui se retrouve parfois avec des vêtements qui la couvrent très peu, voilà, ou qui met en avant ses formes voluptueuses à nous donner des complexes. Alors je vais dire un truc, mon objectif c'est pas de me mettre ceux qui ont aimé ce livre à dos, mais je comprends pas forcément l'engouement derrière ces parutions-là parce que je trouve que c'est franchement pas terrible. Alors certes, j'ai passé plutôt un beau moment avec le tome 2, notamment les flashbacks, mais j'étais là en mode genre ouais, enfin, il y a mieux quoi en vrai. Un peu déçue, même beaucoup, par cette saga-là, je ne lirai pas la suite du coup. Et on passe ensuite à une lecture particulièrement estivale puisque j'ai lu Un hiver à Mystic Haven qui m'a été envoyé en service de presse de la part de l'autrice elle-même, Charlie Morrigan. Alors oui, je sais, je ne pouvais pas faire pire en lecture d'été. Encore un grand merci à l'autrice de m'avoir fait confiance pour m'envoyer son roman, je suis très reconnaissante, encore un grand merci. Nous sommes sur une saga qui va s'inspirer des contes pour créer des romances paranormales et ici le premier tome de Chronique des 4 saisons, c'est une romance inspirée du conte de La Belle et la Bête, mais avec une romance FF. Ici, nous avons deux points de vue. Le premier, celui de Bella, qui travaille à l'agence de régulation des pratiques magiques, si je dis pas de bêtises, et elle va être envoyée dans la petite bourgade de Mystic Haven, où elle va enquêter sur l'utilisation non réglementaire par des sorcières de la magie. Mais une fois dans cette petite ville, elle va y découvrir un hiver sans fin. Et de l'autre côté, nous avons le point de vue de Mara, qui elle vit dans le manoir à Mystic Haven avec tout le reste de sa famille, sauf qu'il y a un livre magique qui commence à faire des siennes et qui justement menace tout le manoir, ses habitants, mais aussi toute la ville. Donc forcément, quand il y a un agent de l'agence de régulation des pratiques magiques qui se pointe encore une fois chez elle, je vous dis pas l'accueil. C'est une courte petite romance qui a su réveiller mon cœur de guimauve. Non mais plus sérieusement, j'ai passé un très bon moment de lecture avec cette romance toute mignonne, toute douce, où on va suivre justement l'évolution de leur relation entre les deux protagonistes sous fond de magie et de mystère. C'est une petite escapade à Mystic Haven digne d'un téléfilm de Noël. Si vous ne savez pas quoi lire pour cette période-là, je vous recommande chaudement de vous intéresser justement aux chroniques des 4 saisons et en particulier à ce titre qui, je suis sûre, va vous émouvoir et vous allez passer un très bon moment. De toute façon, j'aurai bien l'occasion de vous en reparler dans une petite vidéo recommandation pour l'hiver. Grâce à l'autrice qui m'a envoyé le tome 2 de son roman, j'ai pu plonger dans la suite des aventures de Thaïs, dans l'épopée de Thaïs avec l'île captive de Féline Grey. Du coup, je te remercie encore une fois pour ta confiance dans l'envoi de ton roman. Dans le tome 1, nous y suivons donc Thaïs qui a une ambition folle mais tout à fait honorable, celle d'intégrer la Légion. Mais par contre, la Légion n'est accessible qu'aux hommes. Donc après une infiltration ratée dans le camp de la Légion et un échange houleux avec leur général, il va décider d'offrir sa chance à Thaïs, mais elle va devoir pour cela réussir bon nombre d'épreuves. Pour ce tome 2, plus d'épreuves, mais nous avons toujours une ambition très louable, celle de libérer toutes les femmes d'une île qui sont aux mains d'un certain marchand, si vous voyez ce que je veux dire. Un défi de taille, mais pour lequel Thaïs ne va absolument pas baisser les bras, et là nous allons être encore une fois avec de belles motivations, de très belles valeurs, avec des femmes qui sont vaillantes, prêtes à se battre pour leurs droits, pour leur force, pour leur liberté. Elles ont la volonté de se battre pour défendre aussi leur royaume et leur place au sein de la Légion. Et d'une manière générale, je trouve que c'est de très belles valeurs qui sont véhiculées au sein de l'épopée de Thaïs dans la saga tout entière. Je trouve que c'est vraiment la place de la femme qu'on défend avec sa volonté d'être au même rang que les hommes et de pouvoir se défendre
et de pouvoir vraiment être considérés comme des points forts. Bon, je vous cache pas que j'ai ressenti parfois quelques petites longueurs, notamment sur les scènes d'entraînement, etc. Ça a été des fois un petit peu lourd, mais on prend son temps pour développer les relations entre les différents personnages et j'ai bien aimé, d'autant plus qu'on a, en parlant de relation avec un personnage, une petite romance qui se dessine dans ce tome-là. Par contre, faudrait m'expliquer pourquoi à chaque fois l'autrice veut briser mon cœur. Dans le tome 1, à la fin, elle a brisé mon cœur. Dans le tome 2, à la fin, elle rebrise mon cœur, alors que j'avais eu tellement de mal à le reconstruire tout au long du roman. Je ne lui ferai plus confiance. En tout cas, si vous aimez bien ce style-là, je peux que vous recommander cette saga. Si vous aimez bien justement tout ce qui est je perds mon marque-page. Si vous aimez tout ce qui est femme forte qui va se développer dans un environnement plutôt patriarcal avec des combats, une guerre. Voilà, on est vraiment centré sur une époque un petit peu romaine, antique, avec justement ce côté de promouvoir la place de la femme dans la société. Et bien sûr, vous avez quelques petits éléments fantastiques. Je crois que c'est une trilogie. Donc je sais pas quand est-ce que va sortir le tome 3. En tout cas voilà, vous avez une petite info sur la saga. Ah, on va passer maintenant à mon petit péché mignon, à mon petit plaisir coupable, et je pense que nous en avons tous dans la littérature. Pour ma part, c'est La Rage des feuilles d'Alessa Sorn, qui est publiée aux éditions Milady et que j'ai reçu d'ailleurs aussi en service de presse. Là avec moi, je tiens le tome 3, donc Les ailes du prince de la nuit. C'est sur mon petit préféré. Donc je l'attendais avec grande impatience ce tome 3 puisque nous allons suivre le frère aîné Killian. Petite précision, dans cette saga, nous allons suivre en fait chaque tome un frère, chaque frères qui sont en réalité des failles maudits et qui vont se retrouver en fait à percer le voile entre la faillerie et notre monde moderne pour pouvoir se venger des êtres humains. Ça c'était pour le tome 1, mais ça va évoluer un petit peu dans les autres tomes. J'ai dévoré les 3 tomes cette année, je sais pas si certains d'entre vous se souviennent des points lecture, mais en tout cas je vais pas vous mentir, c'est pas une saga très glorieuse, c'est pas quelque chose de sensationnel qui va révolutionner les codes de la littérature, bien au contraire, c'est cliché à souhait, ça se centre uniquement sur la romance, le world building n'est absolument pas développé, les scènes d'intrigue, on va dire, au sein même du roman n'est pas du tout développée, mais je sais pas pourquoi j'accroche beaucoup avec cette histoire, notamment avec ce frère-ci. J'exagère un petit peu parce que je trouve que dans ce tome-ci, on va avoir forcément le dénouement en fait de l'intrigue, et encore il existe en fait une série spin-off qui s'attarde sur des personnages qu'on rencontre dans ce tome-ci justement avec d'autres divinités, qui n'est pas du tout traduit, mais je sais pas si elle sera traduite, mais en tout cas la fin est un petit peu ouverte, on nous amène quelques éléments justement du spin-off, mais on vient aussi clôturer du coup un petit peu l'intrigue globale, le fil rouge qui nous a conduit sur les 3 tomes. Et donc j'attendais ce tome-ci avec le dernier frère avec une grande impatience puisque c'était mon petit chouchou, et je suis très contente de retrouver Killian avec son petit caractère espiègle, très joueur. Moi j'adore ce personnage et je trouve que par rapport aux autres tomes, on a plus de scènes de combat qui sont développées, un peu plus d'intrigue à ce niveau-là qui nous est amené, mais par contre il y a toujours autant de spicy, autant de scènes un petit peu cucul à praline comme j'aime le dire au niveau de la romance. De toute façon je ne vous en parlerai plus, ça y est, vous êtes libérés parce que c'était la fin de la trilogie, donc je suis quand même très contente de l'avoir lu, j'ai passé un bon moment. Je pense que les moments où j'aurais envie d'une lecture assez légère, pas prise de tête, histoire de me vider la tête, je me retournerai vers cette trilogie. Pour le prochain roman, je vais passer très rapidement dessus puisqu'il s'agit de Dawn of Onyx de Kate Golden qui est publié aux éditions Olympe et que j'ai reçu en service de presse. Je vous ai fait un vlog dédié que je vous remets dans le petit i si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis plus à chaud et plus en détail. Une romantécie sans grande surprise qui s'inspire au niveau des noms du Seigneur des Anneaux, mais j'ai beaucoup accroché à l'humour de la protagoniste principale. Arwen a un don très précieux, celui de guérir les blessures moyennant un petit peu de son énergie, donc rien de grave, c'est juste que ça va la fatiguer un grand moment quand elle va user de son pouvoir. Plus les blessures sont importantes, plus elle va être fatiguée. Elle vit dans le royaume d'Ambre, tout au sud du continent, qui est d'ailleurs en guerre avec le royaume Onyx. Un jour, son frère, qui est parti à la guerre et qu'elle croit mort parce que ça fait 1 an qu'elle n'a plus de nouvelles, se pointe au beau milieu de la nuit avec un sac rempli de pièces d'or qu'il a volé à des soldats. C'était peut-être pas la meilleure idée que t'aies eu, gars. Forcément, pour éviter de se faire attraper, ils décident de fuir. Leur objectif va être d'atteindre un autre royaume puisque avec cet argent, ils vont pouvoir s'acheter une nouvelle vie. Sauf que au beau milieu de leur fuite, Arwen va se rendre compte qu'elle a oublié le traitement de sa mère qui est malade, donc elle va décider de faire demi-tour. Bien évidemment, ce n'était pas non plus la meilleure idée à avoir à ce moment-là. Elle va se faire attraper par les soldats et ils vont l'emporter dans le royaume d'Onyx. Une fois dans sa cellule, elle va rencontrer un autre prisonnier qui est à côté d'elle, pour lequel elle va commencer à essayer de grappiller un petit peu des informations et surtout elle va lui dévoiler son projet de fuite.
sauf que lui, il n'est pas particulièrement enjoué à l'idée de se barrer. En échange de la vie de son frère et pour pardonner du coup le fait qu'il ait volé des soldats, elle va accepter Arwen de servir le roi Onyx et de guérir ses soldats. Sauf que les apparences sont bien trompeuses et que les méchants de l'histoire ne sont peut-être pas ce qu'elle croit. C'est un premier tome centré sur la romance plus que les enjeux politiques et territoriaux, mais j'ai beaucoup accroché avec le personnage de Arwen, avec sa manière de penser où je trouve que c'est pas forcément une héroïne ultra badass, elle est plutôt commune et ça fait du bien d'avoir des réactions qui sont crédibles et des réactions qu'on pourrait tous avoir. D'ailleurs des réactions aussi qui sont pleines d'humour et d'autodérision, moi j'ai complètement matché avec ça. Donc en soi une agréable lecture malgré une fin qui me laisse un petit peu en deçà, en tout cas très curieuse de découvrir les prochains tomes et je vous invite fortement à regarder mon vlog lecture si vous voulez en savoir un petit peu plus. On arrive avec mes deux meilleures lectures de l'été qui sont d'ailleurs de la même autrice puisque j'ai lu donc tout d'abord La Reine Traîtresse de Danielle L. Jensen qui m'a été offert d'ailleurs par Émilie de la bibliothèque d'Emilia, donc encore un grand merci à toi si tu passes par là. C'est publié par Brajlon dans une très belle édition reliée, voilà, je suis fan. Alors j'avoue que je l'ai davantage écouté en lecture audio plutôt que ce que j'ai lu en papier, mais la voix du narrateur et de la narratrice, franchement, je suis fan, surtout du narrateur, on va pas se mentir. Suite directe du Pont des Tempêtes, nous allons retrouver du coup Lara et Aren dans une situation des plus délicates. Est-ce que leur amour mutuel va pouvoir surmonter toutes les épreuves? C'est ce qu'on voit en fait dans ce deuxième tome. Du coup, difficile de vous parler de ce deuxième tome sans spoiler le premier, mais sachez que j'ai beaucoup apprécié justement la conclusion de cette histoire. Je trouve que d'ailleurs au niveau de la relation entre les personnages, au vu de comment ça se termine dans le tome 1, ça n'a pas été trop facile dans le tome 2, vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment des difficultés qui doivent surmonter et qui va être compliqué aussi à surmonter. Ça n'a pas été simple en fait de surmonter tout ça, de dépasser ces différends, de dépasser ce qui s'est passé finalement dans le premier tome aussi. On peut encore travailler ensemble, on peut avancer ensemble dans un avenir commun et peut-être dans une relation commune, qui sait. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça crédible, on rentre pas directement dans une romance ultra passionnée comme si rien ne s'était passé dans le premier tome, au contraire, on a beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce tome-là, c'est toutes les scènes de combat, d'infiltration, tous les enjeux comme ça un petit peu plus politiques qui vont se développer, qui vont s'amorcer aussi pour certains. On arrive aussi avec de nouvelles alliances et des protagonistes qui font leur apparition et je m'attendais pas non plus à les voir dans ce tome 2 et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de les rencontrer. Une belle fin du coup, un beau roman dans l'ensemble, une belle duologie, je dirais pas que c'est un coup de cœur mais j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture et du coup j'ai très hâte de poursuivre avec la deuxième duologie dans le même univers. Faut juste que je m'y mette. Et donc j'ai lu la toute dernière nouveauté de Danielle L. Jensen avec un destin ancré dans le sang que j'ai reçu de la part des éditions Brajlon dans leur très belle édition reliée. Franchement, je suis fan du jaspage. Je suis en train de tous les afficher justement dans ma bibliothèque. Une saga d'inspiration de mythologie nordique où nous allons suivre Freya qui subit en fait un petit peu la présence de son mari, un petit peu beaucoup même. Dans cet univers, il y a certaines personnes qui sont marquées par les dieux nordiques et ces dieux nordiques-là confèrent à cette personne un peu de leur pouvoir, donc ils ont un don qui se développe. Vous vous en doutez bien si je vous en parle, c'est que Freya est elle-même dotée d'un don, mais elle n'en parle à personne, c'est un secret qui est bien conservé puisqu'elle est en fait le personnage principal d'une prophétie et en fait son secret va être dévoilé, c'est pour ça qu'il y a le Jarl de son territoire en fait qui vient à sa rencontre et qui veut absolument la prendre pour épouse parce que la prophétie dit que celui qui contrôlera Freya sera capable de grandes choses et pourra conquérir du coup des territoires ou un truc comme ça. C'est un peu l'idée qui a été sortie de cette prophétie là. Sauf que, pas de bol, le fils du Jarl est incroyablement séduisant et va se mettre un petit peu entre les deux. Ils vont devoir absolument cohabiter ensemble, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Comme on est sur une romantécie, la romance quand même prend une place essentielle au sein de ce roman, mais je trouve que c'est pas au détriment de l'intrigue. On y retrouve au contraire des scènes de combat avec des inspirations vikings que j'aime particulièrement. On va avoir des scènes de guerre, de fantaisie autour de la mythologie, de la religion, des scènes de rituels, etc. J'aime beaucoup ce qui a été travaillé autour de la mythologie nordique dans ce roman. Et bien sûr, il y a tout plein d'énigmes et de mystères autour du personnage de Freya et surtout le don qu'elle a. Est-elle vraiment celle de la prophétie? Que veut dire la prophétie? Pourquoi c'est elle qui en fait l'objet tout simplement? En plus de ça, elle a des relations assez particulières autour d'elle parce qu'elle a vraiment aucun soutien à part finalement le fils du Jarl, parce que sa famille ne la soutient pas d'une manière très bien, j'ai envie de dire, parce que si elle fait tout ça, Freya, c'est avant tout pour sauver la vie de son frère, mais
il y a beaucoup de choses qui se passent, vous allez avoir envie d'en frapper plus d'un. En tout cas, elle va essayer de découvrir quelle est sa destinée, quelle est son implication au sein de la prophétie et ce que les dieux attendent d'elle. Comme je vous le disais, la mythologie nordique est vraiment très présente dans ce roman, elle est même prédominante et j'aime beaucoup la recherche qui a été faite et comment ça a été intégré à cette histoire. Bien sûr, on y retrouve un brin d'humour aussi que j'aime particulièrement, notamment avec le personnage de Björn. Et même si on suit un schéma narratif bien connu dans la romantécie et dans les univers de Daniel L. Jensen, j'ai quand même beaucoup apprécié l'histoire, j'ai beaucoup apprécié la construction des personnages, bien que Freya m'a un petit peu énervée sur la fin. Ça reste une femme déterminée et forte qui n'a besoin de personne pour assurer sa protection, elle est bien capable de se défendre elle-même et de mener des combats. C'est une véritable guerrière qui est capable de tout défoncer sur son passage. Encore une fois, une excellente lecture avec un ouvrage de Daniel L. Jensen, c'est pas un coup de cœur, ça aurait pu, franchement, si Freya m'avait pas mise les nerfs à la fin du roman, ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça reste quand même une incroyable lecture et j'ai particulièrement hâte d'avoir la suite. Et voilà les amis, je vais conclure donc cette vidéo. Maintenant, ça a été très compliqué de la tourner avec le temps qui n'était pas au rendez-vous. J'ai eu beaucoup de péripéties, mais j'y suis enfin arrivée et je suis franchement contente. Si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Je vous invite à me laisser un petit emoji de rose, comme je le disais au début de la vidéo. Et en attendant la prochaine, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!